Bonjour, bonjour messieurs, dames, bienvenue à cette table ronde que nous faisons aujourd'hui. Je vais très rapidement introduire un peu cette table ronde et puis ensuite je laisserai les différents participants se présenter. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir échanger avec vous, avec des gens qui ont des choses intéressantes à dire. Le sujet de la gestion de la communication au sein des projets, au sein des organisations, par rapport à des gestions de portefeuille, tous les enjeux qu'il y a par rapport à ça et les défis qu'il faut relever, puisque c'est finalement loin d'être simple. Et ce qu'on va dans cette heure, de quoi on va parler, justement, on va échanger sur ces défis. Et puis, on va partager des façons de faire, des réponses à ces défis. Et puis, si on peut aussi donner quelques conseils, on vous les donnera. Donc, les personnes qui sont avec nous aujourd'hui pour parler de ça, je vais les laisser se présenter. Nous avons donc Johan Ray de Matawan, Cyril Coster de COGEP et également Guillaume de la Fédération des hôpitaux luxembourgeois. Allons-y, je commence le tour de table. Johan, je vous laisse un tout petit peu rentrer dans le détail pour vous présenter. Très bien. Bonjour à tous. Donc Johan. Donc moi je suis Business Operation Manager chez Matawan avec une casquette PMO au sein du service projet. Et donc je suis un utilisateur Bouti depuis bientôt presque 4 ans. Et donc du coup je suis ravi de partager avec vous quelques éléments autour de cette thématique. Cyril, je vous passe la main. Oui, bonjour à tous. Donc Cyril, responsable de domaine applicatif et PMO au sein de la DSI du groupe COGEP. Alors COGEP, c'est un groupe français, un grand cabinet de conseil et d'audit en gestion d'entreprise, en expertise comptable, sociale, financière et juridique. Ça sera intéressant de notre côté de partager avec vous par rapport au contexte du groupe avec une forte croissance, une forte transformation digitale et organisationnelle de ces processus, avec un volume important de portefeuille projets qu'on gère entre autres grâce à Gouti, depuis maintenant un peu plus de 2 à 3 ans. Et donc, des vrais défis de communication projet sur les deux volets, comme le disait Christian, sur la partie projet avec la dimension de faire bien les projets. Et l'autre volet aussi qui est important pour nous, la partie portefeuille ou programme, de faire les bons projets par rapport à la stratégie du groupe. Voilà. Et puis également, on a le plaisir d'accueillir Guillaume Chac qui, je vous laisse également vous présenter. Merci. Donc, Guillaume Chac, je suis PMO à la Fédération des hôpitaux luxembourgeois. Comme le nom l'implique, nous fédérons les hôpitaux au Grand-Duché de Luxembourg et notre mission, c'est en fait de les représenter à travers différentes, que ce soit auprès des ministères, des syndicats, des caisses de maladie et ainsi de suite. Et dans ce cadre, donc, moi, je m'occupe de la coordination des projets stratégiques qui sont notamment sectoriels, qui sont gérés à travers diverses plateformes, groupes de travail composés des membres de notre propre organisation, mais également des membres externes qui sont issus des hôpitaux luxembourgeois. Très bien, merci en tout cas pour cette présentation et puis merci de partager avec nous toute votre expérience. Vous avez vu, on a la chance d'avoir des gens d'expérience et vous allez le voir, parce qu'évidemment on a un petit peu préparé notre table ronde. Je pense qu'on va dire des trucs plutôt intéressants. Le premier sujet, ce sont les défis par rapport à la communication autour des projets du portefeuille dans une organisation. Et Johan, je vais vous poser la question à vous dans un premier temps. Le sujet ici, c'est de se dire, c'est quoi les principaux défis qu'on rencontre dans la communication des projets du portefeuille et avec notamment vos parties prenantes. Oui, donc nous en fait on déploie donc des projets qui vont durer plusieurs mois, 1 an dans le domaine de la bioéthique. Et du coup, donc pour ça, on a besoin en fait un des principaux défis, c'est d'avoir un alignement global en interne sur le projet. Donc en fait, tous les services chez nous, à un moment donné du projet, ont un rôle à jouer. Et du coup, on a vraiment besoin d'avoir cet alignement qui soit global entre tous les services sur les différents projets qu'on mène en parallèle. Donc ça, c'est un de nos principaux défis. Et après,
un défi un peu complémentaire aujourd'hui, c'est qu'on a besoin d'avoir une donnée qui soit fiable, qui soit à jour, pour avoir un meilleur suivi, une meilleure communication à travers justement ces différents services. Et donc dans le but de pouvoir faire un reporting qui soit toujours plus pertinent, plus juste, plus correct, et que tout le monde au moins ait les bonnes informations au bon moment et rapidement. Donc ça c'est le deuxième enjeu, on va dire, qu'on a aujourd'hui par rapport à ça. Guillaume, de votre côté? Ouais, voilà. Bon, je rebondis un petit peu sur ce qui a été déjà dit par Ivan. Donc, effectivement, pour nous, c'est également que les données sont fiables. Les données fiables, c'est en fait le facteur un peu le plus important. Moi, je vois la communication un peu comme la raison d'être pour s'aligner, pour prendre des décisions communes. Et je peux prendre des décisions que j'ai des données qui sont à jour, qui sont fiables. Déjà pour ce qui ramène un peu le deuxième problème, pour avoir des données fiables, il faut déjà parler le même langage. C'est ce qui n'est pas donné parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la même expérience, la même maturité à travers sur le langage de projet. Donc si je prends un exemple, si on parle d'engoutis, on a les statuts, les nuages. Et est-ce que nuageux ou ensoleillé, ça veut dire la même chose pour tout le monde? À quel moment est-ce qu'un projet est en retard ou en avance? Donc il faut déjà parler le même langage. Et aussi, quand on parle de données autour des projets, il faut qu'ils sont à jour pour justement avoir la bonne information au bon moment à communiquer à la bonne personne. Et notamment, nous, de notre cas, on est souvent confrontés à des événements externes sur lesquels on a très très peu d'influence, mais qui basculent nos projets. Donc, avoir les bonnes informations au bon moment est extrêmement important dans notre contexte. Et j'aimerais aussi encore rajouter, quand on dit donner la bonne information à la bonne personne, c'est-à-dire il faut aussi que je connaisse bien l'ensemble des parties prenantes qui sont de près ou de loin impliquées ou touchées par les projets. Donc c'est aussi la question de bien se poser au début de projet des parties prenantes, des personnes impliquées, du pouvoir, l'implication qu'ils peuvent avoir. Donc on a parlé de cette importance de données fiables. Yoann, vous nous avez parlé de l'alignement global. Cyril, vous en pensez quoi? Oui, avant tout, mais ça a été dit par Guillaume et Yoann, la communication, c'est le fil conducteur justement entre toutes ces parties prenantes. Et qui plus est, alors par rapport au contexte de Cogep, on a une forte multitude et une forte diversité des métiers, avec chacun des priorités, un langage différent. Et comme le disait Guillaume, l'important, c'est de pouvoir aussi adapter le langage, se mettre à la portée pour éviter tous les malentendus, ce qui est souvent assez classique dans les communications. Et je dirais qu'en termes de défis, il y a deux choses. Il y a le défi des supports et des canaux de communication. Aujourd'hui, ce ne sont pas les outils qui manquent. Je dirais même que beaucoup d'organisations peuvent avoir un excès d'outils, une profusion d'outils, la messagerie, les messageries instantanées, les plateformes collaboratives, sans oublier les échanges aussi au détour de couloir, qui sont aussi une chose très importante dans les communications. Et l'intérêt d'avoir des outils comme Goutti et autres, c'est important, mais surtout d'avoir les processus et l'organisation adaptée et structurée pour servir au mieux cette communication. Et ça, c'est un vrai défi qu'aujourd'hui, dans notre groupe, on met en place pour justement avoir ce référentiel, cette centralisation de la documentation des livrables et d'avoir l'aspect collaboratif. Et l'autre défi, c'est aussi ce que j'appelle la surcharge informationnelle. J'avais vu aussi le terme d'infobésité des projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on submerge les équipes avec beaucoup d'informations. On a tendance à vouloir informer tout le monde, et au final, les équipes passent beaucoup de temps à trier qu'à agir. Et donc, cette saturation d'informations peut découler aussi, en effet, d'un excès d'outils, comme je le disais précédemment, et avec une forte charge mentale, pour tout lire, pour ne rien manquer. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de dire quelle info pour qui et pour faire quoi. Et ça a été dit par Guillaume aussi et Yoann. Et on verra justement après comment on peut répondre et comment Cogep a répondu par rapport à cette surcharge informationnelle qui est assez classique dans les projets et le portefeuille projet. J'avais bien aimé quand on avait préparé là, ce terme infobésité. J'ai noté. Il n'est pas de moi. Je l'ai trouvé, mais j'ai trouvé ça assez révélateur. Ouais, ça parle. On comprend tout de suite derrière. Par rapport à ce qu'on se dit, est-ce que vous identifiez aussi finalement des défis alors
je pense intimement lié, des défis au niveau du reporting, des KPI, pour des indicateurs de performance, pour parler français. Cyril, je vous relaisse la main. Oui, en effet, au niveau des KPI, enfin des indicateurs de pilotage des performances, bon, je crois que ça a été dit par Johan, le défi, c'est d'avoir les bons indicateurs. Alors, quand on parle de bons indicateurs, ça veut dire quoi? C'est ceux qui vont fournir à l'organisation du projet des informations qualitatives et quantitatives tout au long de la vie du projet et pas forcément au début. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'au début, on a plein de bonnes intentions et puis après, il y a des dérives, on les maintient moins ou on ne se sert plus de ces indicateurs qui sont censés refléter, je dirais, au mieux la réalité opérationnelle du projet. Donc, ça rejoint aussi le besoin d'avoir une bonne qualité des données, les infos qu'on collecte, leur fiabilité, et puis de ne pas avoir, encore une fois, de profusion d'indicateurs, mais surtout des indicateurs qui soient utiles, qui soient lus et qui servent à piloter, à prendre des décisions. Et ça, c'est vraiment l'enjeu. Et évidemment, aujourd'hui, on le voit chez nous, en fonction de la maturité de l'organisation du projet, même du groupe, et des chefs de projet et des acteurs du projet, on voit que ça peut être plus ou moins compliqué de pouvoir mettre en place des bons indicateurs avec des données d'une bonne qualité. Et au final, j'aime souvent aussi à dire que les indicateurs sont avant tout, je dirais, au service du projet, des acteurs, des personnes. Et dans le mot KPI avec le I, j'aime bien aussi parler de I pour impliquer, pour intéresser, informer, au-delà d'avoir des jolis tableaux de bord, des graphiques qui sont intéressants, mais qui permettent aussi d'engager et d'embarquer, je dirais, tous les acteurs d'un projet. Guillaume, vous en pensez quoi? Oui, je rejoins un petit peu ce qui a été déjà dit. Chose que j'aimerais rajouter, c'est notamment par rapport au KPI. Si je veux créer des bons KPI, il me faut déjà à la base les bonnes informations. C'est donc à nouveau on prend un peu la première question sur la difficulté. Si j'ai difficulté à avoir les informations, j'aurai des difficultés à créer des KPI. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est également les délais pour mettre à jour, respectivement, à présenter ces KPI. Éventuellement, des KPI qui datent d'il y a 2 semaines sont déjà plus pertinents aujourd'hui. Donc, il faut aussi quelque part aligner ou essayer d'aligner justement la présentation de KPI avec la présentation des copies des meeting directeurs et ainsi de suite. Aussi, je pense qu'en défi, c'est de trouver les bons KPI parce qu'on peut avoir beaucoup de KPI, mais à la base, je trouve personnellement qu'avoir moins de KPI va nous servir à beaucoup plus de choses parce que j'ai beaucoup moins d'informations à digérer, j'ai beaucoup moins d'informations aussi à partager et avoir moins de KPI peut aussi augmenter le niveau de compréhension du statut de projet. Notamment, un exemple de ma part, c'est de prendre des jalons clés déjà pour savoir est-ce que certains événements ont été ou certains étapes clés ont abouti, est-ce que certaines décisions ont été prises, et cela me permet aussi justement de faire les liens vers d'autres projets du portefeuille global. Donc voilà. Et là-dessus, pour rebondir là si on parle des jalons clés, c'est aussi de savoir quels sont les bons jalons clés. Si on parle de peu de KPI, de bonnes jalons clés, aussi se mettre d'accord quels sont les éléments les plus importants du projet sur lesquels je dois communiquer. Ouais, et puis là finalement, sur le sujet KPI, plein de KPI et puis plutôt que plein de KPI, les bons KPI, c'est un lien avec le fameux mot magique, la infobésité. On est sur le même sujet. C'est-à-dire que voilà, j'ai un tableau de bord avec 12, 20, 40 lampes qui s'allument dans tous les sens. J'en ferai peut-être pas grand-chose. Et si j'en ai 5-6 super intéressants, je vais en tirer quelque chose. Johan, vous en pensez quoi? Comme ce qui a été dit juste avant, vraiment très rapidement là-dessus. C'est comme des process. Les process, ça évolue. On va dire l'information sur les projets évolue. La maturité qu'on va aussi donner au projet fait que les données évoluent. Et ce qui est important effectivement, donc autour de ces KPI, c'est d'avoir effectivement les bons indicateurs. Et essayer de se mettre peut-être en place une petite règle qui permet de définir justement les bons KPI qu'on a besoin à un instant T et de les faire évoluer, c'est-à-dire rajouter demain des nouveaux KPI, mais peut-être en enlever. Toujours avoir un nombre de KPI qui soit cohérent pour justement aller à l'essentiel
en fonction de la maturité qu'on a sur les projets. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi important et il faut qu'on arrive à faire de plus en plus pour éviter effectivement de submerger d'informations qui vont au final être lues rapidement et devenir sans intérêt. Là où c'est vraiment totalement l'inverse de ce que veut être les KPI, quoi. On a évoqué pas mal de défis. On a parlé de fiabilisation de l'info, la notion d'alignement, la surcharge d'infos. Alors on pourrait déjà, c'est très intéressant tout ça, mais finalement si on s'arrête là, on serait contenté d'identifier des potentiels problèmes. Et je vais dire, on va arriver un peu dans la deuxième partie de notre échange, qui est de commencer à penser aux réponses à ces fameux défis qui ont été évoqués. Et pour ça, ma première question, c'est que au vu de ces défis, concrètement, voilà, comment on va y répondre. Donc, je vous propose de commencer par le premier sujet évoqué sur la donnée fiable. Cyril, je vous propose d'être le premier à répondre sur ce sujet de notre donnée fiable. Comment on peut répondre à ce point-là? Sur le sujet de la fiabilité, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit précédemment, à savoir déjà le fait de centraliser l'information en évitant la multiplication des outils et des supports pour éviter cette redondance d'information. Il y a une règle d'or où, chez nous, dans notre groupe, on essaye de faire en sorte que l'info se trouve à un et un seul endroit, idéalement dans l'outil de gestion de projet tel que Goutti. Et on a pas un proverbe, mais une expression qui permet de dire aujourd'hui la vérité, elle est dans Goutti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la PMO, on fait des one-to-one avec les managers, avec les chefs de projet. On a donc des réunions récurrentes pour revoir leur portefeuille projet, d'identifier tous les projets qui sont dans le radar et d'avoir ce qu'on appelle le minimum d'infos obligatoires. Guillaume évoquait la météo du projet, l'état de santé du projet, avec aussi une revue d'un macro-planning, les principaux jalons clés. Tout ça, c'est routinier, c'est-à-dire avec un processus qui est décrit et qui est formalisé, qui permet d'assurer justement une information à jour et donc la plus fiable possible, qui reflète la meilleure réalité opérationnelle. L'idée étant de pouvoir assurer une communication transparente et de pouvoir partager cette communication, cette vision, auprès de toutes les parties prenantes, que ce soit en interne au niveau de la DSI, mais aussi au niveau des instances côté direction, telles que CODIR ou COMEX, surtout pour la dimension, je dirais, portefeuille de projet. Donc, le sujet de centraliser l'information, de ne pas multiplier les outils, on en revient un petit peu à ce qu'on disait précédemment, c'est vraiment clé, et le process, parce que l'outil sans le process ou sans la bonne organisation, quelque part, ça ne marchera pas non plus. C'est vraiment un ensemble de choses, et c'est one-to-one, c'est réunions récurrentes entre la PMO et les chefs de projet. Aujourd'hui, chez nous, c'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui permet d'assurer une meilleure fiabilité de l'information. Guillaume ? Oui, je rebondis là-dessus. C'est justement quand on parle de communication dans le projet, ça implique qu'on communique assez souvent avec les chefs de projet, avec les personnes qui travaillent dans les projets et avec les projets. Donc, c'est effectivement le point de départ, c'est avoir quelque part une bonne structuration, des bons processus en place qui permettent justement de récolter les informations au fur et à mesure et en continu. Ceci veut dire que quand on parle de processus et de structuration, il faut aussi donc avoir une certaine structure au niveau de l'input des données, donc une certaine structure par rapport au langage qu'on parle. Donc, si on parle je répète un petit peu, si on parle de météo, être sûr que tout le monde parle de la même chose quand on dit voilà un projet est ensoleillé ou nuageux et ainsi de suite. Donc déjà de se donner des définitions standards. Après, dans le processus, je pense que c'est également important de se donner justement ce temps d'avoir comme mon collègue l'a dit, des one-on-one avec les chefs de projet pour justement s'assurer en tant que PMO qu'on a les bonnes informations et qu'on a la bonne compréhension des informations qu'on transmette. Donc ceci dit, il faut aussi quelque part, c'est en tout cas ce que moi j'ai toujours essayé de faire dans tous les boîtes où j'étais jusqu'à présent, c'est d'avoir une certaine récurrence aussi de réunions
avec les chefs de projet pour, premièrement, être toujours sûr qu'on ait les bonnes informations, qu'on ne loupe pas une information importante qui peut arriver à court terme. Et aussi donc organiser à côté des one-on-one des réunions régulières de reporting avec des membres de la direction, avec des comités de pilotage, avec éventuellement d'autres parties prenantes qui sont impliquées. Donc et je pense que ce processus aussi il doit déjà être assez structuré pour que chacun sache j'ai une réunion hebdomadaire avec les chefs de projet, j'ai tous les 2 semaines une réunion avec tel et tel comité de pilotage, tel et tel personnel. Et je trouve que ces réunions ils doivent pas forcément être très longues. Parfois, s'il suffit d'avoir un échange de 10-15 minutes pour justement être sûr que on a toujours les informations à jour. Ça doit être, ça peut être structuré, mais ça peut aussi se faire d'une manière assez informelle. Donc, je pense que toutes ces choses, elles doivent être quelque part planifiées et dès à l'avance, et aussi bien communiquées à travers l'organisation ou l'entreprise. Quand on avait un peu préparé cet échange, vous aviez aussi parlé du risque d'obsolescence de la donnée. Voilà, c'est justement cela. Donc, si on n'arrive pas à s'échanger régulièrement, à certains moments, la donnée que j'ai à disposition, elle est obsolète. Obsolète dans le terme que soit elle est plus à jour, soit obsolète, j'en ai plus du tout besoin parce qu'elle est plus pertinente du tout. Donc, Donc, si on n'arrive pas à communiquer régulièrement et d'une manière structurée, on risque d'avoir des données, et ça peuvent être des données quanti que qualitatives, ça peuvent être des KPI, mais des données qui sont obsolescentes. Et je trouve qu'après, si on n'arrive pas à avoir justement cette régularité dans la communication et dans l'échange, c'est plus difficile après de renouveler une information que de simplement la mettre à jour. Johan, sur ce sujet de la donnée fiable. Oui. Nous, on a 2 sujets effectivement. Le premier qui se rejoint, c'est qu'on a en place effectivement des one-to-one de manière hebdo avec les différents chefs de projet pour rebalayer un peu tout ce qui se passe sur les projets, s'assurer que dans les outils, on ait bien la donnée qui soit à jour, centralisée. On a aussi sur les fins de semaine, on demande en fait un rapport hebdo de l'ensemble des projets, d'avoir un petit peu d'une manière un peu plus portefeuille, d'avoir un petit peu un retour global, et ce qui permet aussi de s'assurer que le chef de projet clôture bien son dossier en fin de semaine et que tout soit correctement à jour dans les outils. Et après, on a une troisième étape, un petit peu plus loin dans le temps, qui est de manière aussi récurrente. Moi, en tant que PMO, je fais des revues de projet, donc à des rythmes réguliers, tous les 2 mois à peu près aujourd'hui, où je repasse en fait sur l'ensemble des projets et je m'assure que tout ce qu'on a défini comme éléments principaux, comme indicateurs, etc., soit bien à jour, comme la situation générale, des choses comme ça, soit bien à jour dans les outils. Du coup, ce qui nous permet en fait de toujours avoir un suivi à la fois régulier, à la fois un petit peu plus espacé, mais de s'assurer qu'en fait que la donnée elle est complètement à jour systématiquement. Et en fait ça permet aussi à ce que toute l'équipe progresse, travaille on va dire de la même manière et adopter un rythme qui permette de justement de fournir cette donnée qui soit fiable. Et en parallèle de ça aussi, pour, on va dire, toujours pareil, dans le but d'améliorer la communication avec les autres services, ce qu'on a mis en place, on a normé, alors on a déjà des modèles de projet avec des tâches définies, etc. Et on a aussi en fait normé tout ce qui est du jalon que nous on estime important aujourd'hui, ce qui nous permet en fait de retrouver rapidement l'information, notamment dans Gouti, pour la diffuser aux autres services. Les autres services aussi ont potentiellement accès aussi à Gouti, et en fait rapidement ils peuvent et avoir rapidement l'information et avoir une information qui est à jour, on va dire à 99% du temps. Il y a toujours effectivement des petits ratés comme partout, mais voilà, on essaye de s'approcher, d'instaurer en fait cette rigueur pour que derrière vraiment on ait une communication qui soit beaucoup plus fluide entre les différents services avec de la vraie donnée. Donc ça, c'est vraiment deux choses qu'on a en place parmi d'autres choses. Juste pour bien comprendre, vous êtes plusieurs à parler du one-to-one. Donc, un des 2 one, c'est le chef de projet, j'imagine. L'autre, c'est qui?
Alors chez nous, chez nous aujourd'hui, c'est les directeurs de projet qui viennent justement sur certains projets qui font vraiment de la direction de projet vis-à-vis du client, etc. Sur des projets un petit peu plus petits, ils sont là quand même pour accompagner le chef de projet, pour pas qu'il soit seul sur son projet, pour justement remonter tout ce qui va être des risques sur les projets, tout ce qui va être des sujets de facturation sur les projets, enfin s'assurer que voilà le projet quand même suit avance bien, suit vraiment les directives qu'on a déjà mis en place. Donc du coup aujourd'hui c'est plutôt les directeurs de projet qui le suivent chez nous et qui accompagnent le chef de projet. Pour compléter sur ces one-to-one, chez nous, il y a aussi les points avec les chefs de projet, mais aussi avec les managers de département qui peuvent avoir des équipes qui pilotent des projets ou des personnes qui vont être acteurs d'un projet. Et on fait aussi régulièrement des points avec les managers pour avoir une remontée de terrain, justement, de toutes les éventuelles contraintes ou difficultés sur des projets qui impactent leur département. Donc, ça permet aussi d'avoir un peu cette transversalité, on va dire plutôt en mode projet, mais aussi transversale au niveau des départements, parce que aujourd'hui, les équipes sont transverses, les projets sont très variés, et on voit bien que ça occasionne des adhérences au niveau des ressources dans les départements. Donc, on fait aussi sur ces deux dimensions, chef de projet, mais aussi manager de département. Et Gouti nous aide à pouvoir avoir cette vision qui pilote le projet, mais qui sont les managers de ces ressources qui contribuent à des projets. Donc, ça donne une vision d'ensemble en termes de ressources projets, mais aussi transversale au niveau des départements, métiers et autres. Ok, très, très clair. On vient d'échanger donc sur ce sujet données fiables, mais ce qu'il y a autour aussi. J'aimerais qu'on vienne également sur le sujet de l'alignement global. Même si c'est des points qui ont été évoqués sur la réponse, hein, qu'est-ce qu'on peut faire sur la thématique de l'alignement global, Johan, peut-être? Ouais, donc nous là-dessus, il y a plusieurs points. On a des process, on va dire organisationnels qui sont définis, structurés, qui nous permettent en fait de suivre le projet de la phase passation avec le service commercial jusqu'à passation avec le service support. Donc en fait, on a une fiche projet qui navigue pendant toute la vie du projet, qui nous permet justement de centraliser aussi de la donnée dans cette partie-là et de s'assurer que on va dire tous les éléments du projet soient centralisés. En parallèle de ça, donc on a aussi, on parle que de la communication interne aujourd'hui, mais on a aussi toute la mise en place de comités externes avec le client, des comités de projet, de suivi et des comités de pilotage pour donner de la transparence sur l'avancement du projet vis-à-vis du client. Et ensuite, on a ce qu'on a mis en place aussi. On a mis en place, comme on l'a fait justement pour les clients, on l'a mis aussi en interne. On a mis en place des comités de suivi internes, mensuels, sur les projets, on va dire, plus stratégiques, plus volumineux, qui nous permettent justement d'inviter une personne de chaque service de l'entreprise. Donc service administration des ventes, service achat, service engineering, service produit, enfin là tous les services qui nous permettent justement de faire un point d'étape du projet et de partager en fait la situation générale du projet, remonter les différents problèmes, les différents risques qu'on peut y avoir sur les projets. Et ça permet en fait à tout le monde d'être aligné. Et donc du coup ça c'est un point qui est assez important chez nous. Et pour ça, on utilise notamment Gouti pour initialiser tout le support avec toutes les tâches qui ont été faites sur la période, celles qui seront à venir. Et donc du coup, ça nous permet justement de vraiment de partager l'information et d'ajuster en fonction des retours de chacun, on va dire les différents éléments. Guillaume? Voilà, pour moi, c'est si on parle d'alignement et les parties prenantes, pour moi c'est important quand j'arrive à montrer les bonnes informations aux bonnes parties prenantes. Ce qui veut dire qu'en fonction de la personne ou du comité que j'ai en face de moi, je dois créer des rapports différents. De notre cas, c'est un peu dans la manière dans laquelle notre organisation elle est structurée que j'ai un peu un travail que j'aimerais appeler du travail en matrice. On travaille en plusieurs dimensions. C'est ce qui m'aide énormément à la communication. Donc notamment si je prends Gouti,
notamment la classification, la manière dont lesquelles nous on a classifié les projets me permettent de les regrouper selon différents axes. Donc soit en fonction des sujets qui sont pertinents pour le comité en question, pour le comité de pilotage, soit par rapport à des catégories des catégories de projets, donc des projets qui sont stratégiques ou des événements ou des projets de communication et ainsi de suite. Donc ceci me permet d'avoir soit les projets ou montrer les informations sur une catégorie ou sur un comité ou un groupe de personnes qui est en charge. Et cela me permet donc voilà, de bien cibler les rapports de Gouty au bon comité. Ceci dit, il est donc également important pour nous de bien identifier les parties prenantes, donc de savoir à qui est-ce que je dois faire des reporting, parce que parfois j'ai besoin de faire des reporting qui sont à des personnes qui sont pas forcément directement impliquées dans le projet, mais aussi de leur fournir des informations, notamment si on a des projets qui ont une influence sur d'autres projets. Je dois attendre un livrable pour qu'un autre projet puisse continuer ou pour qu'il puisse démarrer. Donc à ce moment-là, c'est aussi important de partager cette information d'un projet X à un comité qui dirige ou qui gère le projet Y. Donc et aussi donc de partager les implications entre les différents de la relation entre les différents projets. Donc c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir quelles sont les parties prenantes et quelles sont les informations qui les intéressent. Cyril, je sais que vous vouliez aussi nous parler de rôle et responsabilité. Oui, par rapport à ce sujet d'alignement, il y a un point qui est important dans le process de communication, c'est les rôles et responsabilités. Et c'est en lien aussi avec la surcharge informationnelle qu'on évoquait au tout début. Et en termes de réponse, il y a des outils qui sont assez classiques et qui existent et qui ont fait leurs preuves. C'est par exemple le déploiement de matrices RACI. Alors, c'est un outil qu'on met au service de beaucoup de projets où l'idée, c'est que chaque acteur du projet doit se poser la question « qu'est-ce qu'on attend de moi ?» et chacun aussi doit savoir « qu'est-ce que j'attends de lui ou de elle ?» Et ça peut paraître un peu simpliste, mais en fait, dans un projet, bien souvent, c'est la communication qui est souvent, je dirais, la difficulté majeure. Et bien souvent, dans les différents acteurs d'un projet, donc les différentes parties prenantes qu'évoquait Guillaume, on a du mal à identifier qui va être responsable de quoi, quel va être le rôle de la personne dans ce projet-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de diffuser de plus en plus lors de démarrage de projet, quand on construit l'équipe projet. Et Gouty, aujourd'hui, qui a cette possibilité de gérer cette matrice RACI, donc dans tous les éléments structurants d'un projet, sur les tâches, sur les jalons, d'identifier les personnes qui vont avoir la responsabilité, qui vont être consultées, qui doivent être informées ou pas. Voilà, donc ça permet... Ces outils sont... c'est encore un outil encore en plus, mais le fait de l'utiliser à bon escient et de se poser ces questions simples, de dire, voilà, qu'est-ce que j'attends de telle personne, qu'est-ce qu'on attend de moi, ça permet d'assurer une communication qui soit simple, je dirais claire, transparente, et surtout utile et ciblée, pour ne pas inonder, encore une fois, tout le monde, pour que beaucoup de gens passent un temps fou à trier, bien souvent dans des mails où on met la terre en copie. C'est assez classique dans beaucoup d'orientations. Et ce genre d'outil permet d'aligner, je dirais, l'intérêt de toutes les parties prenantes et d'assurer une meilleure communication. Et je rebondis sur ce que vous dites sur le RACI, parce que effectivement, ça peut être très utile et il y a une forme de discipline et aussi de capacité de compréhension de ce sujet qui est pas forcément simple. C'est pas des choses innées, ça, les matrices de responsabilité de RACI. Et c'est pour ça, pour faire un petit aparté sur Gouty, c'est pour ça que dans Gouty, c'est pas quelque chose qui est proposé par défaut. C'est-à-dire qu'on va créer un projet, le RACI, c'est une option, quoi. Je l'active parce qu'il faut que l'organisation soit capable de gérer ça et que justement qu'on rentre pas dans la problématique de mettre trop d'informations parce que potentiellement mal géré. Donc ça peut paraître lourd en effet, ce genre de matrice, mais au final. Déjà, avoir la philosophie, l'approche très simple de dire, voilà, je suis dans un projet, qu'est-ce qu'on attend de moi ou qu'est-ce que j'attends de la personne qui est en face de moi, et de s'interroger et de faire interroger les personnes, c'est déjà un premier point. Alors après, c'est vrai que de le structurer avec une matrice très complète où ça peut aller
très loin en profondeur. Il faut avoir un bon dosage, je dirais un bon curseur. Mais déjà, le simple fait d'interroger, de questionner, c'est déjà, je pense, un élément qui permet de favoriser une meilleure communication. Ouais, tout à fait, ouais. On a parlé de données fiables, on a parlé de l'alignement. Maintenant, on va parler des défis autour des canaux de communication et de la surcharge d'infos. Alors, on en a déjà parlé, hein, mais c'est qu'il y a certains points qu'on n'a pas forcément développés. Je sais que Cyril, vous vouliez rajouter des sujets sur ce point-là. Ouais, après, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été évoquées, mais et ça, c'est assez récent. Alors, dans l'approche, dans notre groupe qu'on est en train, ou qu'on souhaite un petit peu diffuser, c'est un peu cette culture de la sobriété numérique. En fait, d'encourager un peu la réflexion, de dire, voilà, j'ai de l'information, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'elle est pertinente? Elle est utile? À qui? Et pour faire quoi? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, mais ça, c'est vrai dans, je pense, beaucoup d'organisations, il y a encore beaucoup trop de chaînes d'emails. Alors, sans doute utiles parfois, sans doute inutiles parfois, avec des pieds joints, des documents pour lesquels beaucoup de gens sont, on va dire, destinataires de ce mail ou en copie de ce mail. Et bien souvent, on s'y perd. On s'y perd avec l'information. C'est pour ça que ça rejoint un petit peu le sujet qu'on a évoqué, de dire on centralise l'info à un seul endroit. Chez nous, la vérité, on essaie de faire en sorte qu'elle soit dans l'outil de gestion de projet, tel que Gouti, et surtout sur tous les éléments structurants d'un projet. Si tant est qu'on a structuré le projet avec les livrables, les tâches, les jalons. Et quand je dirais la machine est en route et que tout le monde arrive à se raccrocher à ces éléments structurants, on voit assez naturellement baisser le nombre d'emails, baisser le nombre de pièces jointes dans des documents où les gens vont naturellement aller retrouver le document qui est en lien depuis Gouti, pour lesquels les gens vont collaborer dans le même document et pas une pièce jointe dans un document attaché d'un mail. Donc, je dirais, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est souvent un travail de culture, de diffusion d'une culture, je dirais, projet, que chez nous, on est en train de mettre en place. Mais au final, quand les gens se disent par eux-mêmes, tiens, j'ai moins de mails, je passe moins de temps à trier, j'arrive à trouver l'information, elle est de bonne qualité, elle est fiable, au bon endroit, et j'ai économisé du temps, ça donne l'envie, je dirais, d'être acteur pour faire ça de manière assez récurrente. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que cette sobriété numérique, alors on en parle beaucoup, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est intéressant d'avoir cette approche-là dans la communication, pour dire, mais là, j'ai des infos, mais qu'est-ce que j'en fais? À quoi elles servent? Et à qui elles peuvent servir? Voilà. Ouais, juste pour, il y a un certain nombre de questions qui sont posées. On se les garde pour la fin. Hein, on répondra évidemment à vos questions. Donc pour simplement par rapport à ce que Cyril vient de dire, effectivement, il y a le fameux adage, hein, trop d'informations tue l'info. Hein, on est en plein dedans. Hein, on parle aussi de fatigue informationnelle. Hein. Guillaume, sur ce sujet-là. Oui, voilà, pour rebondir, donc je pense qu'il est important de se mettre d'accord dans une organisation quels sont les canaux de communication qu'on souhaite utiliser. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas de règles, voilà, tous les canaux de communication sont un peu utilisés, vu que chacun a ses préférences et il faut une genre de décision qui est prise sur les canaux en place. Déjà pour éviter que tous les canaux soient utilisés. Deuxième chose, c'est donc effectivement aussi d'essayer au maximum de centraliser les informations dans la manière dont c'est possible. Donc voilà, dans Gouti, on peut centraliser pas mal d'informations, mais il y a aussi des informations qu'on n'arrive pas ou difficilement à stocker dans Gouti, mais qui sont quand même utiles pour certaines parties prenantes. Et également, je pense qu'une chose sur laquelle il faut réfléchir, c'est un peu le principe du push and pull. Est-ce que je veux que les gens ils savent où ils vont retrouver l'information quand ils l'ont besoin, ou est-ce que je veux être plus dans une optique où je partage de manière proactive toutes les informations et justement donc de trouver ce bon équilibre pour que justement les personnes ne se voient pas noyées dans trop d'informations. Ce qui a été dit de mon collègue, des informations avec tout le monde en CC, tout le monde y répond et à la 5e réponse on regarde même plus ce qui est dit.
ça permet aussi, cette stratégie de push and pull permet quelque part aussi de canaliser l'information et la rendre un peu plus accessible et de prioriser aussi certains canaux par rapport à d'autres. Donc je pense que pour résumer un petit peu, il est important que les organisations se posent justement cette question sur quelle information, à quel moment, à quel endroit, et est-ce que je veux communiquer de manière proactive ou est-ce que je suis plus dans une optique où je veux que les personnes impliquées sachent trouver l'information quand ils ont besoin. Très bien. Donc on a évoqué nos défis. Là, on commence enfin pas commence. Voilà, vous nous avez proposé des différentes réponses à ces défis. Et ce qui est toujours intéressant maintenant, et ça c'est aussi nous chez CG, on aime bien ça, le côté assez pragmatique des choses. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait aussi échanger sur des conseils. Et par rapport à ces conseils, le sujet c'est un peu qu'est-ce qui marche bien ou qu'est-ce qui marche moins bien, parce que les conseils c'est aussi ça, de parler d'éventuelles choses qui n'ont pas super bien marché. Et donc dans cette démarche de mise en œuvre, je commence par vous, Johan, si vous voulez bien. Je vous pose la question, qu'est-ce qui marche bien et qu'est-ce qui marche moins bien selon vous? Oui. Alors j'avais noté donc du coup 3 points de choses qui fonctionnent plutôt bien chez nous. Le premier point, donc, c'est la mise en place de ces rapports hebdomadaires de fin de semaine, ce qui nous permet en fait d'avoir donc un rapport par chef de projet le vendredi soir. Et derrière, ça nous permet de s'assurer surtout que le chef de projet a bien mis à jour tout son projet de la semaine. Et moi derrière, quand je fais une revue d'un point de vue portefeuille le lundi matin, j'ai pas besoin de courir après les informations et je peux commencer directement à travailler. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur... alors, j'avais 2 slides, effectivement. Je vais commencer par celui-là, n'importe. Donc, du coup, le deuxième point, donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la mise en place de comités de suivi interne de manière hebdo pour communiquer efficacement avec les autres services. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un élément global du projet et de le partager à tout le monde. On peut partager, du coup, donc les problématiques, les risques. Et on peut définir justement les prochaines étapes, donner de la visibilité, anticiper potentiellement les problèmes qu'il pourrait y avoir, anticiper d'autres choses, anticiper des sujets d'impact du service facturation, anticiper des impacts côté service achat. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment de partager pour anticiper les choses. Et donc du coup c'est pour ça ce que j'ai noté ici, c'est une importance d'avoir donc des projets qui soient tout le temps à jour pour qu'on s'appuie réellement sur ces données-là, pour avoir donc de la donnée qui soit fiable, qu'on puisse générer à travers notamment Gouti des rapports flash qui soient le support de cette réunion-là. Donc on crée rapidement en fait le support, on n'a pas besoin d'y passer 1 heure pour préparer la réunion. On récupère automatiquement toutes les données qui sont à jour dans Gouti. Et derrière, donc ça permet donc de transmettre et de partager cette information, donc d'avoir une meilleure communication de l'information avec les différents services. Donc ça, c'est vraiment un point qu'on a mis en place il y a quelques mois et qui fonctionne plutôt très bien chez nous. Et le dernier point, normalement, j'ai une deuxième slide sur la normalisation. Donc en gros, ce qu'on indiquait sur le fait que la donnée soit à jour, accessible rapidement. En fait, dans ce qu'on a fait, on a normé donc les jalons, c'est-à-dire qu'on les a préfixés avec des numéros, donc des J quelque chose, donc des J10, J20, J30, J50. Là, dans l'exemple, j'ai sorti par exemple tous les jalons qui concernent chez nous un début de recette interne, donc des J50, ce qui permet en fait d'un point de vue portefeuille projet de faire une recherche dans les jalons de projet directement sur le J50, au cas où si chaque chef de projet aurait pris un peu de liberté sur le nommage, au moins on est sûr de retrouver toutes les informations et donc du coup d'avoir une visibilité directement sur les dates associées. Donc ça, c'est pour retrouver rapidement de l'information pour la communiquer. En parallèle de ça, donc cette normalisation, elle nous permet dans un second temps de faire aussi dans certains cas des projets qui sont croisés dans Gouti, ce qui nous permet d'avoir donc un projet par exemple qui va concerner tout le service installation et donc du coup le responsable du service installation chez nous a maintenant un projet où il a lié tous les jalons qui commencent par son bon numéro de jalon et ça va lui permettre de voir justement de manière transverse d'avoir un macro planning de toute la partie installation de l'ensemble des projets de l'entreprise. Là dans l'exemple pareil, on a un autre projet partagé, c'est sur
le début de l'ensemble des recettes de nos projets, ce qui nous permet donc d'avoir une visibilité, d'avoir un macro-planning avec ce projet croisé et qui se met à jour automatiquement, puisque dès que le chef de projet met à jour dans son projet la date, ça va venir impacter la date dans le projet croisé. Mais derrière, ça nous permet toujours d'avoir un tableau qui soit à jour, qu'on puisse anticiper les éléments qu'on aura besoin pour mener dans l'exemple la recette, et donc du coup éviter de subir la situation ou les modifications, les aléas du projet. Donc voilà, le but c'est vraiment de récupérer, partager rapidement la donnée et de les partager avec les différents services. Et après, ce qui marche un petit peu, alors, c'est pas ce qui marche moins bien, c'est plutôt les impacts quand même de la mise en place de ces différents process, outillages, on va dire, c'est que ça demande un suivi très proche des chefs de projet pour justement faire adopter aussi le fait que les outils soient bien à jour, etc. Donc au début, voilà, il y a quelques mois en arrière, on est parti de projets qui étaient plus ou moins à jour, et depuis, on arrive vraiment à des données qui sont quasiment tout le temps à jour. Donc ça, on peut le vérifier derrière en faisant justement les revues de projet. Ça nous sort en fait une sorte de notation qui nous permet de voir que tout ce qu'on a défini comme directive est bien respecté et bien continuellement à jour. Et on voit qu'on est en perpétuelle croissance, on va dire, de résultats sur cette analyse-là. Et du coup, ça nous permet à la fois de s'assurer de ça, à la fois d'aider les chefs de projet à monter en compétence sur la rigueur de mise à jour de ces projets-là. Et donc, du coup, c'est des choses aussi sur lesquelles on s'appuie au niveau de l'onboarding. Quand un nouveau collaborateur rentre chez nous, voilà, on lui donne directement les bons outils, les bonnes méthodes, les bons process. On essaye de directement transmettre la bonne rigueur qu'on attend sur les différents projets pour que derrière, qu'on puisse piloter d'un point de vue portefeuille de manière plus sereine et plus efficace. Ok, merci de ce partage qui était super intéressant. Alors Cyril, de votre point de vue, le côté ça marche pas, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez comme conseil à nous donner? Chez Cogep, ce qui marche. Alors attention Cyril, le son est devenu pas bon là. C'est bon là? Ah, vous êtes très loin. Ah, est-ce que là c'est mieux ou pas? Non? Ouais, ça va mieux, ça va mieux. Ça va mieux? Bon. Ouais, Okay. Voilà, ça y est. Ok. Non, ce qui marche plutôt bien chez Cogep, alors c'est plutôt sur le volet, je dirais, portefeuille projet. En termes de communication, plus facilité et plus fiabilisé. Pourquoi? Parce que comme je l'évoquais, on centralise tous les projets, déjà pour avoir une volumétrie qui soit le reflet de la réalité. Comme on dit, on met les projets dans leur radar. Et ça va être aussi évoqué un besoin de segmenter ce portefeuille projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée un projet, on se pose la question, ce projet supporte quel objectif stratégique? Ça rejoint le sujet de faire les bons projets avec une priorisation aussi pour lesquels on avance aussi plutôt bien dans cette démarche de priorisation et d'indiquer justement dans l'outil de gestion de projet ce niveau de priorité et de collecter ce qu'on appelle les informations, je dirais, assez macro sur l'état de santé du projet. Pas besoin d'aller dans le détail, je dirais, opérationnel du projet sur la dimension portefeuille, mais les informations vitales qui permettent de comprendre, voilà, le projet il est piloté par qui, il a démarré quand, il va être livré quand, et les principaux jalons clés. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous demande la direction générale, la direction des métiers, d'avoir cette vision un petit peu macro, globale de l'ensemble des projets, de voir aussi les adhérences qu'il peut y avoir entre eux. Et ce qui marche aussi bien, et là ça rejoint le langage projet, c'est-à-dire la culture projet. Je crois que Yoann le disait, onboarder les collaborateurs, les chefs de projet, les acteurs dans des outils, dans des pratiques, dans des process, c'est toujours un peu compliqué parce qu'il y a les habitudes et puis il y a toujours un petit peu encore un outil avec la rigueur d'un outil. Mais ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui marche, je dirais, de mieux en mieux par rapport à cette culture projet. Et donc, ce qui marche un peu moins bien, on avance, justement, c'est la partie aujourd'hui monter en compétence les chefs de projet, diffuser cette culture. Et je trouve que la meilleure façon, c'est d'expérimenter, de voir concrètement les bénéfices qu'on peut tirer. Et dès lors qu'il y a un ou deux projets où on a mis, je dirais, l'accent pour accompagner, pour aider, qui est le rôle de la PMO, on voit que ça commence à se diffuser. Ça se dilue plutôt bien. Je dirais que ça se contamine, entre guillemets, positivement bien auprès des autres départements, des autres équipes pour dire, tiens,
je vais essayer d'aller dans l'outil, je vais mettre en place cette bonne pratique, telle que la matrice RACI, telle que de ne pas multiplier les outils, de centraliser l'information au bon endroit. Voilà. Je crois que Yoann évoquait les rapports ou la possibilité de diffuser les jalons. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à reprendre de l'information d'un outil pour la mettre dans un email, alors qu'aujourd'hui, tout le monde peut collaborer, se connecter à travers l'outil pour voir en temps réel l'information. Si tant est que le process soit bien à jour et qu'il y a une bonne organisation qui va servir ce processus pour avoir une information fiable. Donc ça, en effet, le plus important, au-delà de l'outil, c'est le process de fiabiliser l'information et d'assurer une communication la plus ciblée possible. Et juste, je terminerai par rapport à ça, je pense qu'il faut accepter d'investir du temps, c'est ce qu'on fait chez nous au sein du groupe, COGEP, pour en gagner, je dirais, plus tard. Et ce besoin d'acculturation, il est vraiment important. Et puis, les outils, c'est bien, mais ça n'empêche pas la communication, je dirais, au sens relation humaine, relation face-to-face, si je peux dire, parce que communiquer, c'est avant tout une écoute active, reformuler si besoin, et répondre. Et donc, l'outil est un facilitateur, mais ça n'empêche pas, évidemment, les échanges, je dirais, au détour d'un couloir, qui sont aussi des fois assez importants pour résoudre des difficultés dans un projet, quoi. Tout à fait, Cyril. Et puis, on pourrait faire une heure complète sur ce sujet-là. On le fera peut-être d'ailleurs. Guillaume, quels sont vos conseils aussi? Voilà, le premier conseil que j'aimerais donner, c'est aussi par rapport à la segmentation, notamment des projets. C'est ce qui marche très bien chez nous. Je vois qu'il y a le slide qui s'affiche. C'est notamment donc d'avoir différents axes de classification et que chaque projet se retrouve ou qu'on attribue à chaque projet l'ensemble des axes. Donc, le premier axe, c'est les départements internes qui travaillent sur le projet. L'axe numéro 2, c'est quel est le type de projet. Et l'axe numéro 3, c'est vers qui est-ce que je dois reporter, faire le reporting du projet. Et à travers ces axes, différentes dimensions, ça me permet d'avoir une bonne structure quelque part matricielle, ou même au-delà d'une simple matrice du CO2. Mais justement de partager les bonnes informations à la bonne personne. Et justement, cette manière de classifier nous permet d'organiser des comités de pilotage en fonction. Donc, c'est par exemple le service des achats, il voit uniquement, il voit tous ces projets sur les achats. Tous les projets qui sont stratégiques, dans lesquels il y a plusieurs départements qui sont impliqués, je peux faire c'est d'ailleurs ce qu'on fait, c'est tous les 2 semaines une revue des projets stratégiques pour faire le point où est-ce qu'on en est, parce qu'il y a en fait sont des projets transversales et tous les départements quasi sont impliqués. Et le troisième axe, donc les organes statutaires, en fonction du niveau de hiérarchie dans lequel je me trouve, c'est je veux aussi partager une information différente, respectivement des rapports ou des KPI différentes, et donc d'avoir l'outil qui permet justement de classifier à travers différents axes me permet justement d'avoir cette vision un petit peu personnalisée. À travers cette segmentation des conseils qui vont un peu au-delà, c'est ce que Cyril a déjà dit, la communication informelle. Je pense que c'est bien d'avoir des structures et des processus en place qui nous permettent de formaliser certains types de réunions, mais c'est ce qui est aussi donc très très important et ce qui marche bien et qui est hyper important, c'est aussi cette communication informelle à la machine à café ou juste simplement aller voir un collègue dans son bureau et demander tiens tel et tel projet t'en es où, est-ce que tu as des nouvelles, et ça permet aussi un peu de déformaliser certains processus et rendre aussi ces processus un peu plus humains. Et ceci dit, c'est aussi je l'avais déjà évoqué au début, c'est de ne pas divulguer trop d'informations. Donc moi, je préfère avoir peu d'informations que je partage dans les réunions, mais les informations qui sont vraiment pertinentes et qui font vraiment bouger les choses. Donc par exemple, je peux vraiment présenter et parcourir l'ensemble des projets d'une catégorie. Mais est-ce que c'est nécessaire? Parce que je dis n'importe quoi, j'ai une 20aine de projets, et sur ces 20 projets, j'ai peut-être 12 qui marchent très bien,
et j'ai 8 où il y a des problèmes. Donc, concentrons-nous sur les 8 où il y a des problèmes ou des choses à discuter et ne perdons pas trop de temps sur les projets sur lesquels il n'y a pas grand-chose à reporter. Et une dernière chose que je trouve qui est très très important, c'est on a également déjà évoqué, c'est la culture de projet. C'est justement, on a dans les chefs de projet, déjà premièrement, pas tout le monde a eu des formations en chef de projet, donc certaines personnes quelque part deviennent chefs de projet d'une manière naturelle. Donc il faut aussi considérer que les maturités des participants sont très différents. Et je pense qu'en tant que PMO, c'est aussi notre rôle de jongler avec ces différentes maturités et faire en sorte à ce que tout le monde se sente à l'aise et que tout le monde sache utiliser les outils ou les informations dont il a besoin pour travailler. Donc aussi être quelque part des coachs du terrain. Et il faut être conscient quand on met ça en place que ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre et là on n'est plus du tout dans des processus formels, mais beaucoup de processus informels ou des échanges informels. On est en plein milieu dans la gestion du changement et en tant que PMO, moi j'essaie toujours à donner le bon exemple. Donc si je dis aux personnes d'utiliser des outils ou de communication d'une certaine manière ou de mettre à jour les projets tous les vendredis soirs, il faut que moi je le fais avec mes propres projets d'exactement la même manière et de ne pas hésiter à aussi donner les tuyaux ou de partager les bonnes pratiques au moment opportun. Donc d'aider quelque part, on a parlé de onboarding, justement de faciliter cet onboarding, soit dans la prise en main d'un nouveau outil comme outil, mais aussi tout au long de son utilisation. Et de venir aussi de manière proactive avec des recommandations et des choses des best practices pour faciliter le quotidien. Et donc, finalement, là, je termine, c'est justement donc se mettre d'accord sur des outils en commun qu'on utilise à travers l'ensemble de l'organisation. Voilà. Merci Guillaume. Alors, il nous reste 3-4 minutes pour répondre aux questions. Donc, je vais faire un peu de tri dans le sens où il y a pas mal de questions où, pour ceux qui ont posé des questions, vous vous êtes rendu compte qu'il y a eu les réponses qui ont été apportées. Donc on nous demande, enfin on vous demande, quels sont des exemples de projets, de types de projets qui sont suivis dans Gouti. Est-ce que vous pouvez rapidement chacun donner un peu une typologie de projets que vous suivez? Ouais. Je peux commencer. Du coup, nous, donc chez Matawan, on déploie des solutions. Donc c'est vraiment des projets de suivi, de déploiement de solutions. On gère pas, par exemple, si la question derrière, c'est ce qu'on gère des développeurs, des choses comme ça, des tâches développeurs, on n'a pas. On gère vraiment des projets de déploiement pur de A à Z, donc c'est-à-dire de la phase d'initialisation jusqu'à la configuration des équipements du logiciel, de la phase de recettes jusqu'au déploiement et de la mise en service finale. Et ensuite, en parallèle, on a des projets, comme je disais, transverses pour le service installation qui permet de s'appuyer sur les autres projets clients. Et moi, par exemple, aussi, j'ai aussi des projets pareil transverses où je suis les projets avec différents partenaires avec qui on travaille et ça me permet d'avoir une vue globale à travers ces projets croisés de l'avancement des projets pour communiquer de manière hebdo avec eux lors de nos réunions. Donc on a deux types de... Guillaume. Je me permets d'enchaîner. Donc nous on gère surtout les projets stratégiques, donc les projets qui sont sectoriels et qui touchent l'ensemble des hôpitaux qui sont membres chez nous. Tout cela c'est géré en outils notamment pour avoir une vue d'ensemble et permettre aussi de créer des liens entre les différents projets parce qu'il y a tellement d'interactions entre les différents sujets qu'une chose va apporter des implications sur une autre. Après, quelque chose qui est peut-être un peu qui sont pas vraiment des projets, mais nous on gère par exemple aussi des réunions respectivement des différents types de commissions régulières de notre organisation dans Gouti. Notamment, on a des commissions, des plateformes, des groupes de travail qui se voient régulièrement, qui touchent à des sujets très précis, comme par exemple les ressources humaines,
Et là-dessus, même s'il n'y en a pas des projets, il y en a quand même des actions qui en découlent. Il y en a des décisions qui sont faites. Et donc même là, on utilise Gouti pour gérer le suivi de toutes ces réunions. Donc on y met les actions qui sont décidées, on les attribue à une personne avec des délais et ça nous permet aussi au long de l'année de faire les suivis de ces groupes de travail, de ces commissions, et aussi de sortir à la fin de l'année des rapports annuels entre guillemets, donc qui nous permettent vraiment de dire sur quel sujet est-ce qu'on a travaillé au long de l'année. Donc, on a un peu déformé aussi Gouti pour gérer des choses qui sont pas forcément des projets au sens strict. Et Cyril, chez vous ? Chez Cogep, oui, chez nous, c'est essentiellement des projets concernant la direction des systèmes d'information. Donc, à la fois des projets techniques sur l'infrastructure, cybersécurité, mais aussi beaucoup de projets liés au domaine applicatif, donc des projets de déploiement d'applications avec les métiers, des projets de développement aussi. Voilà, aujourd'hui, on a plutôt tendance à ouvrir, je dirais, l'outil sur la DSI et tous les pôles de la DSI. Mais notre ambition, c'est de pouvoir élargir, évidemment, je dirais, au métier pour justement bénéficier de cet aspect collaboration et d'avoir quelque chose qui soit le plus fluide possible. Après, clairement, c'est vrai que ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut arriver à onboarder, je dirais, les collaborateurs dans un outil parce qu'il y a des habitudes. Il y en a qui préfèrent le bon vieux fichier Excel qui permet de gérer une liste de tâches et une to-do list ou de faire un planning Gantt dans un fichier Excel. Ça marche aussi, mais c'est toujours moins collaboratif, moins partageable qu'un outil qui est fait pour ça, quoi. Très bien, merci. Autre question, où sont édités les KPI? Est-ce que c'est ceux uniquement de Gouti ou d'autres? Guillaume, vous nous avez parlé pas mal de KPI. Ouais, voilà. Donc au niveau des KPI, quand on a introduit, ou avant qu'on avait introduit Gouti, je gérais pas mal de KPI, aussi dans des Excel, mais qui ont quand même eu une certaine limitation dans leur exploitation et dans leur mise à jour. Donc moi j'ai en fait complètement abandonné les Excel. Et je me base uniquement sur Gouti et j'essaie donc de paramétrer Gouti d'une manière à ce que je puisse avoir les KPI directement dedans. Respectivement, j'utilise donc les KPI qui sont mises à disposition de Gouti en leur donnant, comment dire, en normant ou en standardisant certains aspects. Donc, si je dis, on a parlé de la météo, donc voilà, c'est bien standardisé comment on utilise ces différents indicateurs. Ok. Alors il y avait une question, mais bon, ça a été traité sur la normalisation. Johan, vous nous avez bien montré là comment vous l'avez fait. Alors je vois qu'Elodie nous a posé pas mal de questions et que vous avez répondu, c'est parfait. Écoutez, au niveau du timing, on est nickel. Donc finalement, je vais pas résumer ce qu'on s'est dit, ça me prendrait 10 minutes à résumer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on note bien dans tout ce qui a été dit, c'est qu'il y a, il y a un point fort sur l'implication et évidemment la sensibilisation des chefs de projet. Et puis d'où le rôle important du profil PMO, qui d'ailleurs, nous on le voit bien, c'est quelque chose, c'est un profil qu'on trouve de plus en plus dans les organisations. Il y a quelques années, on n'en entendait pas parler tant que ça. C'est-à-dire qu'il y avait quand même peu de personnes qui allaient se présenter également avec ce rôle-là. Et aujourd'hui, très clairement, c'est un rôle qui est complètement intégré dans la gestion de projets de portefeuille dans les organisations. Moi, de mon expérience, c'est quelque chose que j'entendais plus dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis. On avait pas mal ce profil-là et qui n'était pas très développé, j'allais dire, en France. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ce rôle primordial, il a bien été évalué et il est de plus en plus mis en place dans les organisations. Et on l'a bien compris aussi aujourd'hui. Donc il me reste plus qu'à vous remercier, Guillaume, Cyril, Johan, pour avoir pris le temps de partager avec nous votre expérience, puisque c'est bien de ça dont on parle.
Pour les participants, je merci également de votre présence. Cet échange va être mis en place, va être proposé en replay sur la chaîne YouTube de Goutti, mais également sur la page de blog de Goutti. Donc n'hésitez pas à le partager si vous voulez. Et puis on va continuer puisqu'on a très bon feedback sur les échanges qu'on a comme ça avec nos clients qui nous disent des choses intéressantes. Donc on va remettre ça. Donc à bientôt sur d'autres thématiques. Il y a eu des idées qui ont été proposées aujourd'hui. J'en ai bien pris note. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bonne Merci journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.